Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop, l'émission qui fait débattre les Européens. Au sommaire cette semaine, la 5G est-elle dangereuse pour notre santé ? Ce réseau Internet mobile ultra rapide doit être mis en service dès 2020. Nous enquêterons en Suisse, en Italie et en France, où la puissance de ces fréquences inquiète les citoyens. Puis, notre second débat, l'Europe exclut-elle ses sourds ? Sur le continent, on compterait 51 millions de personnes sourdes et malentendantes. Une population qui subit de larges discriminations. À Paris, nous rencontrerons Yann Quentin. Docteur en histoire, la langue des signes est sa langue maternelle. Il fustige les traitements médicaux et l'appareillage imposé aux sourds. Voilà, c'est dans Vox Pop, c'est cette semaine, et c'est parti! C'est un enjeu stratégique majeur. 10 fois plus puissante que la 4G, la 5G représentera un tiers du marché européen de la téléphonie mobile d'ici 2025. Mais comment s'organisera ce déploiement ? Faut-il s'inquiéter d'un manque de transparence des opérateurs ? C'est une enquête de Sarah Lecoq. Lyon, dans un quartier laboratoire de la Smart City, la ville intelligente. Ici, des navettes électriques et sans chauffeur sillonnent les quais. Là, le véhicule sonne, parce qu'il y avait des personnes sur la voie et il vient de les détecter. L'entreprise française à l'origine de ces navettes gère près de 200 véhicules autonomes dans le monde. Mais leur capacité reste encore limitée, car le réseau Internet actuel, la 4G, n'est pas assez rapide. Ce véhicule, par exemple, roule seulement sur 1 kilomètre, et un opérateur doit être présent pour régulièrement en prendre le contrôle manuel. Le tournant décisif sera l'arrivée de la 5G, la nouvelle génération de réseaux sans fil. Le réseau 5G sera beaucoup plus rapide que le réseau 4G, donc ça permettra à beaucoup plus d'informations d'être échangées. Avec la 5G, mon véhicule autonome, il va arriver au feu et il va être capable d'échanger de manière très rapide avec le feu. Il va pouvoir savoir très rapidement si le feu qui est rouge, par exemple, il va passer au vert bientôt. Donc la 5G et son déploiement, c'est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises comme nous qui travaillent sur le véhicule autonome et donc qui travaillent également sur la connectivité. Ultra rapide, ultra efficace, la 5G est présentée comme la révolution technologique du XXIe siècle. Celle qui permettra des opérations chirurgicales à distance, des rencontres holographiques avec des célébrités, ou encore l'avènement de l'intelligence artificielle. En 5 ans, elle pourrait créer 2 millions d'emplois en Europe. Alors États et industriels lui ouvrent grand leurs portes. Mais des mouvements citoyens commencent à s'y opposer. Pourquoi l'Europe s'est-elle engagée à marche forcée dans la 5G ? Cette nouvelle technologie présente-t-elle des risques pour notre santé ? En Europe, la 5G s'implante pour l'instant en ordre dispersé. Encore en phase de test en France et au Portugal, elle est déjà commercialisée en Espagne, en Allemagne, en Suisse et en Italie, où elle est disponible dans les 5 principales villes du pays. Pour installer la 5G, les opérateurs télécoms italiens ont acheté de nouvelles bandes de fréquences à l'État lors d'une vente aux enchères en octobre 2018. Les 3 leaders du marché se sont arrachés ces fréquences à des prix exorbitants selon ce journaliste. Montant total, 6,5 milliards d'euros. Si les opérateurs ont déboursé ces sommes astronomiques pour les fréquences 5G, c'est qu'elles représentent l'avenir des télécommunications. C'est impossible pour eux d'imaginer la suite sans cette technologie, qui permettra certes des communications plus rapides, mais aussi la mise en place de nouveaux services. Et qui dit nouveaux services, dit évidemment nouveau business. Les opérateurs n'ont pas d'autre choix que d'adopter la 5G dans une perspective stratégique. Depuis la vente aux enchères, les publicités pour la 5G se multiplient. Mais loin d'attirer les consommateurs, cette nouvelle technologie provoque une levée de boucliers sans précédent. La région des Abruzzes, dans le centre de l'Italie, a été la première à expérimenter la 5G. À côté des stigmates laissés par le séisme qui a ravagé le territoire en 2009,
des antennes sont apparues récemment, dont certaines près d'écoles et d'hôpitaux. La multiplication de ces émetteurs préoccupe grand nombre d'habitants qui ont créé une association anti-5G. Il n'y a pas un jour en Italie sans qu'il y ait un rassemblement Stop 5G. Et c'est une bonne nouvelle. Ils sont avocats, agriculteurs, enseignants. Tous cherchent des réponses face au manque d'informations fournies par l'État. Nous n'avons pas été prévenus de l'expérimentation. Nous avons appris la nouvelle par les journaux. Et évidemment, on ne nous donne que des informations très positives. On met en avant le caractère exceptionnel de la mesure. On nous présente la 5G comme une technologie qui pourrait relancer notre ville, une technologie nécessaire pour l'Italie en général. Mais ici, nous n'avons toujours pas d'école antisismique. Donc je ne comprends pas pourquoi on installerait cette nouvelle technologie alors que nous n'avons même pas les infrastructures les plus basiques. Et nous ne sommes pas disposés à risquer notre santé pour une innovation dont on ne comprend toujours pas les avantages. Une étude scientifique menée par un institut de recherche italien corrobore ces inquiétudes. Des chercheurs ont exposé des rats aux ondes électromagnétiques pendant 3 ans. Cette biologiste a participé à l'expérimentation. Les données de notre étude montrent la corrélation entre l'émission de radiofréquences et l'apparition de tumeurs de l'oreille, ainsi que de tumeurs multiformes du cerveau. Cela signifie que l'on peut faire le parallèle avec ce qu'il pourrait se passer chez l'être humain. Ces tests ont été menés sur des ondes 3 et 4G. Or, les fréquences 5G seront, à terme, 4 fois plus puissantes. Ce qui est sûr, c'est que notre expérimentation a révélé un risque. Et ce risque doit être pris en considération concernant des fréquences qui n'ont pas encore été testées. Ce que nous voulons dire, c'est prudence. Il faut respecter le principe de précaution. Il faut explorer ces fréquences 5G avant que toute la population n'y soit exposée. Pourtant, pour que la 5G fonctionne, il faudra multiplier les antennes. La Suisse, où le réseau est accessible depuis juin dernier, compte déjà 300 émetteurs 5G. Le pays pourrait en installer 15 000 supplémentaires pour couvrir l'ensemble du territoire. Olivier Bodenman est ingénieur, spécialisé en radiofréquence. Selon lui, l'exposition généralisée aux ondes est inéluctable. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un réémetteur dans le poteau là-bas. Les feux rouges, c'est l'idéal, vu qu'ils sont connectés au réseau. Transformer le mobilier urbain en antenne 5G n'est pas un scénario de science-fiction. Car les fréquences 5G, même si elles sont plus puissantes, ont un point faible. Leurs ondes ont une portée limitée. Ce genre de fréquences ne pénètre pas facilement à travers des obstacles comme des murs en béton, tout ce qui nous environne. La crainte que beaucoup de gens ont et que j'ai aussi, c'est qu'on augmente les puissances pour que ça traverse quand même. Ça, c'est une des solutions. L'autre, c'est de multiplier les objets connectés de sorte que chacun agit comme un réémetteur de 5G. Et puis c'est ce qui risque aussi de se passer. C'est-à-dire que vous achetez une lampe de chevet, elle sert de relais 5G. Là, il y a un vélo qui passe, il sera connecté aussi. Donc, il servira aussi de réémetteur. Donc ça fait partie de l'inquiétude, c'est qu'on va être arrosé en permanence. Une multiplication des relais dénoncée par 180 scientifiques internationaux. En 2018, ils ont exhorté l'Union européenne à stopper le déploiement de la 5G et rappellent que l'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes. Mais depuis des mois, les opérateurs tels que Swisscom, leader du marché suisse, essayent de désamorcer cette polémique. A priori, il n'y a absolument pas de souci à se faire aujourd'hui, vu qu'on emploie des technologies et des fréquences qui sont très bien connues. Ça fait plus de 40 ans qu'on étudie en fait, ces fréquences qui sont utilisées aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune évidence scientifique qui dit qu'il y aurait un danger quelconque. Mais Swisscom n'a pas toujours tenu ce discours rassurant. La preuve, ce document, un brevet déposé en 2004 par l'opérateur.
il y propose une technique empêchant le Wi-Fi d'émettre des ondes en continu. L'entreprise s'appuie sur des études scientifiques affirmant que l'exposition aux ondes pourrait endommager l'ADN et augmenter les risques de cancer. Mais aujourd'hui, Swisscom récuse cette étude. Cette étude, d'une part, n'était pas avérée à la fin, et notre patente aussi a été retirée. Donc, en fait, c'est clair que l'Internet n'oublie jamais, mais ce document n'existe en fait plus. C'était quoi cette étude, vous savez? Je ne pourrais pas vous dire, non. Et vous savez pourquoi l'étude a été retirée? Non, ça je ne pourrais pas vous dire non plus. Pour l'industrie, les enjeux financiers sont considérables. La 5G pourrait rapporter 113 milliards d'euros d'ici 2025. L'Union européenne a donc décidé d'encourager le secteur en dépit des inquiétudes citoyennes. Mais à la traîne technologiquement, elle va devoir s'appuyer sur les deux grands leaders du secteur, les États-Unis et la Chine. L'Italie se tourne déjà vers Pékin pour construire ses infrastructures 5G. C'est le cas dans les Abruzzes, où le réseau a été développé par le chinois ZTE. Il y a une raison pragmatique. Le travail d'installation de la 5G par les Chinois est moins cher. Et puis, des entreprises comme Huawei sont plus avancées technologiquement que des entreprises européennes comme Ericsson ou Nokia en ce qui concerne cette installation de la 5G, car ils l'ont déjà implantée dans d'autres endroits dans le monde, comme en Asie ou en Océanie. Il y a donc un réel avantage économique à collaborer avec les Chinois. Une collaboration qui inquiète elle aussi certains citoyens européens. D'où cette question qui émerge peu à peu. Accélérer toujours plus, passer à la 5G, est-ce vraiment une nécessité? Aujourd'hui, 67% des Français se connectent déjà à Internet via la 4G. Selon ce philosophe, cette course à la vitesse n'est que la création artificielle de nouveaux besoins. Là, on a une espèce de symbole de cristallisation, de cette espèce de fuite en avant des techniques. Vous ne pouvez jamais vous arrêter, vous ne pouvez jamais vous reposer. Il y a toujours une mise à jour à faire. On doit toujours aller plus loin pour rien, si ce n'est pour aller plus loin. Et pourquoi? Si vous avez la réponse, dites-la moi. 3 cantons suisses, ainsi que la ville de Bruxelles, ont obtenu un moratoire sur la 5G jusqu'à ce que son impact soit étudié. Le premier rapport d'experts devrait être rendu public à la fin de l'année. Data center, réseau, terminaux. Selon une étude, le passage à la 5G devrait augmenter la consommation totale d'énergie des opérateurs de 150 à 170%. Un enjeu considérable à l'heure de la transition énergétique. Et maintenant, notre second débat, les sourds ont-ils une place dans nos sociétés européennes? Souvent considérée comme une maladie, la surdité engendre de l'exclusion. À l'école, au travail ou dans la vie quotidienne. Au Royaume-Uni, par exemple, une personne sourde sur 4 a quitté son emploi à cause des discriminations de ses collègues ou de ses employeurs. Inacceptable selon Yann Quentin. Cet historien, sourd de naissance, nous invite au Panthéon à Paris, où il est le commissaire d'une exposition sur l'histoire des sourds à travers la langue des signes. Bonjour Yann Quentin. Bonjour. Alors, pouvez-vous me dire quelles sont les discriminations dont souffrent les personnes sourdes? Comme la surdité ne se voit pas, lorsqu'une personne entendante rencontre une personne sourde dans la rue et l'interpelle, souvent elle prend peur. Elle passe son chemin quand elle découvre cette surdité. La surdité fait peur, car on ne sait pas comment s'y adapter. Mais pourquoi cette peur? Parce qu'on considère un sourd comme quelqu'un en mort sociale. Parce qu'on estime que la vie sociale et nos interactions se nouent à travers la parole. On se représente alors une personne sourde comme étant exclue de la société, vide, et avec qui il est très difficile d'entrer en contact. On pourrait faire la comparaison avec un zombie perdu dans la société, ce qui génère de l'angoisse chez la plupart des gens. Mais comment on vit pratiquement quand on est sourd au quotidien, quand on va à sa banque, pour communiquer avec l'administration, avec son médecin ou à l'hôpital? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours en fait être avec une tierce personne? On a l'impression que c'est compliqué, mais en réalité c'est assez simple. Par exemple, je n'ai pas un interprète qui me suit toute la journée.
seulement pendant les réunions. Et dans les situations de la vie quotidienne, on passe par l'écrit. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon niveau de français. Mais les personnes sourdes ont souvent des blocages en la matière à cause d'une éducation de mauvaise qualité, et c'est un cercle vicieux. Du coup, comment elles se débrouillent en fait pour rentrer en communication? Est-ce que ça veut dire qu'elles doivent faire de la lecture labiale, c'est-à-dire lire sur les lèvres? La lecture labiale, c'est comme des mots écrits sur une pierre érodée par le temps. On a du mal à deviner ce qui est gravé car les mots se sont effacés. Quand on lit sur les lèvres, on est toujours en train de se demander si on a compris le bon mot. Par exemple, que ce soit le mot chapeau ou le mot Japon, c'est le même mouvement de lèvres. Ça peut être piégeant au niveau du sens. L'apprentissage de la langue des signes, sa diffusion est encore un parcours du combattant. Comment vous l'expliquez? Le problème avec la langue des signes, c'est le regard que l'on porte encore à l'heure actuelle sur elle. Elle a l'image d'une gestualité un peu limitée que l'on ne veut pas encourager. Ce qui est le plus important, c'est la parole. Cette vision remonte déjà à l'Antiquité grecque. Le philosophe Aristote estimait que celui qui n'avait pas la parole était un animal. Ça a un peu changé, mais encore aujourd'hui, la langue des signes angoisse, même si ça s'est un peu amélioré depuis un siècle. Aujourd'hui, la Fédération des sourds de France lutte pour que les sourds intègrent vraiment l'éducation nationale à travers des classes bilingues. On entend par bilingue français écrit et langue des signes française. Pour beaucoup, le mot bilingue, c'est de l'oralisme et quelques cours de langue des signes par-ci par-là, 1 à 2 heures par semaine. Mais ce n'est pas du bilinguisme. Le bilinguisme, c'est une immersion complète en langue des signes. Alors, vous estimez donc que la société Yann Cantin n'inclut pas assez les sourds, mais vous allez le voir, tout le monde n'est pas du même avis. C'est la controverse de Franck Berthaud. La révélation théâtrale et le Molière est attribuée à Emmanuel Laborie pour Les Enfants du Silence. 1993. Le monde du théâtre français assiste à un événement inédit. C'est la première fois qu'un sourd, comme comédien professionnel, est reconnu et reçoit un Molière. Et vraiment, je suis très content pour tous les autres sourds. Une belle histoire qui n'a pas rendu les sourds plus audibles en Europe. Sur le continent, vivre parmi les entendants demeure un parcours du combattant. Les sourds sont-ils considérés comme des citoyens de seconde zone? C'est évident, constatent les Européens atteints de surdité. La preuve, certains continuent de voir la langue des signes comme un accessoire pour handicapés, alors qu'elle est un élément de notre identité, notre moyen de communiquer. En Europe, trop de pays ne l'ont toujours pas reconnue, comme les Pays-Bas, la Pologne ou encore la Roumanie. Cela nous marginalise. C'est faux, contestent les États. Une majorité de pays en Europe a voté des lois pour reconnaître la langue des signes. La France, l'Espagne, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. En Autriche, en Finlande, en Hongrie et au Portugal, elle a même été inscrite dans la Constitution, pour la légitimer encore plus. Cela ne suffit pas à vaincre les discriminations, tranchent les citoyens sourds. Trouver un emploi, c'est plus dur quand on n'entend pas. En 2017, le taux de chômage des personnes handicapées auditives était de 21,2% en Espagne, contre 16,5% pour les valides. La même année, il était de 14% aux Pays-Bas, contre seulement 6% pour les entendants. En plus, les inégalités se creusent dès l'école, ajoutent les Européens sourds. Pour les enfants atteints de surdité, suivre une scolarité adaptée, c'est quasi impossible. Au Royaume-Uni, par exemple, qui propose de nombreuses classes bilingues, 10 d'entre elles ferment chaque année. Ne faites pas de généralité, nuancent les États. En Suède, par exemple, on choisit les enfants sourds. 9 écoles leur sont entièrement dédiées. Et les universités sont toutes dotées de coordinateurs qui viennent en aide aux handicapés auditifs. En attendant que les discriminations s'atténuent, ceux qui les entretiennent feraient mieux de relire l'écrivain français Victor Hugo, qui disait « Qu'importe la surdité de l'oreille quand l'esprit entend ».
Alors, il y a eu une manifestation en mars dernier d'un collectif de sourds français qui demande la reconnaissance par la Constitution de la langue des signes, au même titre que les langues régionales. Qu'est-ce que ça changerait ? L'inscription de la langue des signes dans la Constitution serait une reconnaissance officielle de son existence. Ce qui est vraiment d'une grande importance pour nous, puisqu'on arrêterait de la dévaloriser. Alors, par exemple, sur l'emploi, il n'existe pas de statistiques spécifiques sur l'emploi ou sur la scolarisation des sourds au niveau européen. Est-ce que ça complique encore plus la lutte contre les discriminations ? La majorité des sourds ont un bac pro, un CAP, un BEP. Ils ont des métiers, mais de bas niveau, avec de faibles salaires. On leur envoie l'image qu'ils ont des compétences limitées et qu'ils ne peuvent pas prétendre à autre chose. Mais en cas de crise économique, ce sont ces métiers-là qui seront sévèrement impactés. Et ainsi, les sourds seront doublement victimes. Alors vous-même, Yann Quentin, comment ça s'est passé pour vous à l'école ? À l'école primaire, j'étais en inclusion. J'étais le seul sourd, un peu noyé parmi les entendants. Au collège, j'étais dans une classe de sourds, dans un collège ordinaire. C'est là qu'il s'est passé un incident. Et après, j'étais dans un lycée qui accueille des sourds. Sur ces 3 périodes, le collège a été la pire. Un jour, j'ai remis un devoir à mon professeur et il m'a rendu ma copie avec un 0 en disant que ce n'était pas possible, que j'avais dû tricher, qu'un écrit de cette qualité ne pouvait pas avoir été rédigé sans l'aide de quelqu'un d'autre. Malgré mon bon niveau, en fait, j'étais rabaissé, ramené à ma surdité et je ne trouvais pas cela normal. Souvent, les sourds qui ont de grandes compétences sont rabaissés, leur niveau tiré vers le bas. Il existe aussi une liste de métiers interdits aux sourds. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de discrimination institutionnelle ? Ce n'est pas une discrimination qui émane de l'État. C'est une discrimination qui provient du corps médical. En fait, certains métiers sont interdits pour raison médicale. Ce sont les médecins qui considèrent le handicap comme un critère excluant. Mais par exemple, être chauffeur poids lourd ou être chauffeur de taxi, quand on n'entend pas les avertisseurs sonores, c'est bien logique en fait qu'on souhaite protéger les gens et que cela puisse représenter un danger. Moi, j'ai mon permis de conduire. Tous les entendants qui ont leur permis de conduire n'ont pas été obligés de rencontrer un médecin pour l'avoir. Alors que pour nous, les sourds, c'est obligatoire. Il faut effectuer une visite médicale. Mais les sourds développent des capacités visuelles accrues. Et en réalité, conduire n'est pas un problème. Un autre exemple. Quand vous avez un entendant qui écoute à fond la musique dans sa voiture, est-ce que lui entend les klaxons ? Non. Alors où est la logique ? Donc ce sont souvent des commissions médicales qui statuent, mais sans demander l'avis des personnes concernées. Elles ont un pouvoir beaucoup trop important, qui ne tient pas compte de la réalité de ce que nous vivons. Et ça, c'est pesant. Alors vous allez le voir, les avancées des technologies médicales et génétiques font entrevoir la fin de la langue des signes et peut-être de la surdité. Direction l'Allemagne et le Royaume-Uni avec nos correspondants. Avec les fulgurants progrès de la thérapie génique et cellulaire, la fin de la surdité pourrait-elle bientôt ne plus être un fantasme ? Des chercheurs français et américains sont déjà parvenus à rendre l'ouïe à des souris et plusieurs laboratoires britanniques ont lancé des essais cliniques pour traiter les patients qui souffrent d'une chute de l'audition. On n'est pas loin du scénario du film anglais The End, diffusé en 2011. Il racontait l'impact d'un traitement sur la population sourde, sa disparition programmée et avec elle, l'abandon de la langue des signes. Vainqueur de nombreux prix, largement commenté par la communauté sourde, le court-métrage ne prévoyait sans doute pas être une œuvre d'anticipation. Aujourd'hui, la moitié des cas de surdité ont une origine génétique. Pour éviter toute dérive eugéniste, l'Angleterre avait interdit en 2008 de rechercher les gènes sourds sur les embryons de fécondation in vitro. Le dossier a fait grand bruit dans la communauté sourde. En 2017, un jeune couple sourd de Basse-Saxe souhaite inscrire dans une crèche son enfant d'1 an et demi. Lors de la visite médicale, les médecins recommandent la pose d'un implant et prennent ombrage du refus des parents. Ils saisissent alors la justice pour contraindre les parents à réaliser l'opération au nom du bien-être de l'enfant. La procédure a duré 2 ans et dans une contrée qui a souffert de l'eugénisme du Troisième Reich,
Elle a réveillé un débat enfoui sur la situation des sourds en Allemagne, l'acceptation de leurs différences et la médicalisation imposée. Finalement, le tribunal du district de Goslar s'est opposé à l'opération en février 2019, au grand soulagement des jeunes parents et de l'association sourde allemande. En Allemagne, près de 40 000 sourds portent un implant et 3 000 nouveaux implants sont posés chaque année. Alors Yann Quentin, est-ce que ces implants cochléaires et ces thérapies géniques signent la fin de la surdité? Si l'on veut éradiquer la surdité, il faut envisager les choses dans leur globalité. Mais les personnes qui sont porteurs du gène de la surdité et qui n'en sont pas conscients vont le transmettre. Donc, comment est-ce que l'on peut éradiquer cette surdité? Le désir d'implanter, de soigner, d'éradiquer la surdité, c'est le rôle des médecins. C'est leur métier d'y penser. Mais moi, ce que je ne peux pas accepter, c'est que l'on force les gens à se soigner. On devrait avoir le droit de choisir ou de refuser. Par exemple, la majorité des parents entendants qui ont un enfant sourd, lors du dépistage, on va les forcer. On leur dit qu'il faut implanter leur enfant. On exerce une pression horrible sur eux, et on ne leur laisse pas le temps de tisser des liens avec leur bébé. Et pourquoi on parle de thérapie génique pour éradiquer la surdité? C'est bien, mais pour moi, ce n'est pas une urgence de se concentrer là-dessus. Il y a des maladies comme la mucoviscidose qui sont beaucoup plus graves. Il y a un risque mortel qu'il faut soigner en priorité. Ça, je le comprends. Mais la surdité, est-ce que c'est mortel? Je suis dubitatif. Ça veut dire que pour vous, il y a une forme de surmédicalisation de la surdité qui tendrait presque vers une forme d'eugénisme. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est clair. On cherche à éradiquer la surdité par le soin pour uniformiser la société. Mais excusez-moi, on cherche à préserver toute la diversité dans la nature, les différences. Mais les humains aussi ont droit à ces différences. Mais alors pour vous, Yann Quentin, ça veut dire qu'être sourd n'est pas un handicap? Il faut faire attention au sens du mot handicap. C'est plutôt la société qui nous entrave, mais si on fait tomber les obstacles, nous ne sommes clairement plus handicapés. On est complètement autonome, tout est fluide. Donc, quand on me désigne comme un handicapé, cela m'interroge. Donc pour vous, il faudrait trouver un autre terme, donc. C'est une différence. Eh bien, merci d'être différent. Merci à vous. Être sourd, c'est être condamné non pas à ne pas entendre, mais à vivre dans un monde qui ne comprend pas les sourds. Ces mots de l'ethnologue Yves Delaporte illustrent parfaitement le rejet dont sont victimes les personnes sourdes. Alors plutôt que de traiter la surdité comme un handicap, peut-être devrions-nous tous apprendre à signer. Voilà, je vous laisse méditer car Vox Pop c'est terminé pour aujourd'hui, mais bien entendu, vous pouvez voir et revoir en replay et en télétexte cette émission sur arte.tv. Très belle semaine à tous. Tchuss.